Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter ce soir s'appelle « La longue nuit de la reine Cléopâtre ». Elle raconte les aventures d'une reine inquiète qui a perdu son sommeil réparateur. Installez-vous confortablement dans votre lit, sous votre couverture, et lorsque vous êtes prêt, fermez les yeux. La cité d'Alexandrie était la couronne dorée de l'Égypte antique. Et la brillante et magnifique reine Cléopâtre était le joyau étincelant de cette couronne. Cléopâtre vivait dans un palais majestueux, érigé sur l'île d'Antyrode, dans le port est d'Alexandrie. Elle était très fière de son palais, mais qui ne l'aurait pas été? Les murs extérieurs étaient ornés de grandes colonnes sculptées dans du granit rouge d'Égypte. Entre les colonnes se dressaient des poteries somptueusement décorées, qui mesuraient plusieurs fois la taille d'un homme. Une couronne ornée de bijoux étincelants ornait le sommet de chaque colonne. Ce palais reflétait parfaitement l'importance de la reine Cléopâtre dans son pays, son pouvoir, sa richesse, son intelligence et bien sûr sa beauté. Dans le palais, bien installée dans sa chambre, Cléopâtre ne parvenait pas à trouver le sommeil. Allongée sur le matelas de roseaux tissés, posé sur son lit en bois surélevé, la reine se tournait et se retournait dans tous les sens, dans sa robe de lin. Il ne faisait pas particulièrement chaud cette nuit-là, mais Cléopâtre n'arrivait pas à trouver une position confortable. Puisqu'elle n'arrivait pas à dormir, elle décida de se lever pour parfaire un peu sa mise en beauté. Elle suivait de nombreux rituels et de nombreuses astuces pour rester toujours aussi belle et majestueuse aux yeux de son peuple. Le pouvoir, Cléopâtre le savait, était le fruit de plusieurs facteurs, dont la chance. Pour être puissant, il fallait également faire preuve d'intelligence et savoir tourner son apparence à son avantage. Cette femme, qui avait envoûté César, empereur de Rome, et qui espérait faire de même un jour avec son successeur Marc-Antoine, avait plusieurs atouts dans sa manche en lin. Cléopâtre appela sa servante Hénue et lui demanda de lui préparer un bain de lait. La servante s'inclina avant d'aller satisfaire sur le champ la demande de la reine. Cléopâtre attendit aussi patiemment qu'elle le put, tandis que sa servante organisait son équipe pour aller chercher du lait, le faire chauffer et remplir la baignoire en marbre blanc de la reine. Quand la baignoire fut enfin prête, Cléopâtre demanda à ses domestiques de partir. Une fois seule, elle se déshabilla et se glissa dans sa baignoire. Le liquide chaud et épais sur sa peau
détendait ses muscles. Le lait adoucissait et enrichissait sa peau. Et elle espérait que la chaleur donnerait un peu de couleur à ses joues jusqu'au lendemain. Dans son bain, Cléopâtre pensa à Marc-Antoine et au banquet qu'elle avait prévu d'organiser en son honneur. Elle voulait préparer un événement exceptionnel, à la hauteur d'un empereur romain et d'une reine égyptienne. Peut-être qu'en organisant un banquet parfait, elle parviendrait à unir leurs forces à travers un mariage. Alors, elle pourrait régner sur Rome à ses côtés. Après tout, pourquoi restreindre son pouvoir à un pays alors qu'elle pouvait devenir la personne la plus puissante du monde? Elle prit une profonde inspiration et sentit les odeurs du miel et du lait qui se dégageaient du bain. Puis, elle expira et se détendit un peu plus profondément dans la chaleur de son bain. Elle repensa au dîner qu'elle devait organiser. Ce banquet devait être unique. Une fête comme personne, pas même Marc-Antoine, n'en avait jamais vu. Elle voulait que les gens ne cessent d'en parler, qu'on en fasse une légende et que le décor soit idéal pour une conquête politique et personnelle. Pour commencer, il fallait des fleurs, se dit-elle. Pas juste quelques fleurs dispersées ici et là, mais d'épais bouquets recouvrant tout l'espace, comme une prairie à l'état sauvage. Il fallait des roses, décida-t-elle. Des roses vives et parfumées, qu'elle ferait agencer en un épais tapis qui arriverait à hauteur des genoux de ses nombreux invités. En parlant des invités, quel cadeau allait-elle bien pouvoir leur offrir? Quelque chose d'inhabituel, bien entendu. Pas de panier joliment tressé rempli de bijoux et de poteries. C'était trop commun. Non, les invités de Cléopâtre recevraient des cadeaux si gros qu'ils ne pourraient jamais les oublier. Tous ceux qui les verraient seraient émerveillés, et chaque personne sur le continent, des plus puissants seigneurs aux paysans, connaîtrait la grandeur de Cléopâtre. Elle décida qu'elle offrirait à ses invités des meubles somptueusement sculptés et décorés. Mais ce n'était pas encore assez. Elle voulait leur offrir autre chose. À ses invités les plus honorables, elle offrirait des chevaux, de magnifiques et fiers étalons qui caracoleraient à travers toute la ville en levant leurs sabots, vêtus de sublimes draps argentés. Tout le monde saurait alors que ces étalons avaient été offerts par la reine, et Marc-Antoine serait impressionné. Cléopâtre sortit de ses rêveries et sentit que l'eau de son bain avait refroidi. Elle décida qu'il était temps de passer à son rituel suivant. Le bain de lait était relaxant et excellent pour sa peau, mais ce n'était pas très nettoyant. Pour ça, elle avait besoin de sa pâte pour le visage. Cléopâtre se leva de sa baignoire et s'enroula dans une serviette en coton égyptien, douce et moelleuse. La matière douce se colla contre sa peau et la réchauffa. Une fois séchée, Cléopâtre enfila sa robe en lin et attrapa un petit pot posé sur une étagère. Elle ôta le couvercle et regarda la pâte qui se trouvait dans le pot. Cette pâte avait été créée spécialement pour elle. C'était un mélange d'huile d'olive et de riche argile égyptien provenant des berges du Nil. Cléopâtre enfonça ses doigts dans le pot et les fit glisser sur la pâte épaisse et onctueuse. Puis, elle porta sa main à son visage
et étala la pâte sur sa peau. Elle poussa un profond soupir en sentant la fraîcheur de la pommade sur ses joues, son front et son menton. Elle en étala un peu sous ses yeux. La pâte allait non seulement nettoyer sa peau, mais aussi l'apaiser, l'adoucir et lui apporter des nutriments. Cléopâtre massa délicatement son visage du bout des doigts pour étaler le mélange d'argile et d'huile. Ce faisant, elle pensa aux olives qui avaient été pressées pour fabriquer l'huile. Elle les imagina pendues en grappe à un olivier, le soleil chaud filtrant à travers les branches. Les yeux fermés, elle pouvait presque sentir une légère brise souffler dans l'air chaud et entendre le bruit du vent dans les feuilles des oliviers. Elle imaginait le vent qui se faufilait entre les troncs sinueux marron foncé plantés dans le sol sableux. Elle imagina aussi la sensation de l'argile visqueuse sur ses mains, sur les berges du Nil, et celle de l'air humide de la rivière contre son visage. Elle s'imagina enfoncer ses orteils dans l'argile au bord de la rivière, debout comme un arbre élancé, se pliant et se balançant au fil des épreuves de la vie, sans jamais rompre. Une fois son visage entièrement recouvert sur son épais masque, Cléopâtre éteignit les bougies et s'allongea sur son lit. Les rayons argentés du clair de lune passaient à travers la fenêtre et elle pouvait voir les étoiles qui scintillaient dans le ciel de velours. Peut-être que si elle se mettait à toutes les compter, elle s'endormirait avant d'avoir terminé. Elle essaya de se concentrer sur les étoiles, mais elles se mélangèrent pour former un tourbillon flou et brillant. Pourquoi n'arrivait-elle pas à dormir ? Elle avait un grand nombre de servants à sa disposition, prêts à répondre à toutes ses envies. Peut-être allait-elle faire venir son masseur. Non, elle s'était déjà fait masser plus tôt dans la journée, et ses muscles étaient déjà bien détendus. C'est son esprit qui vagabondait et l'empêchait de trouver le sommeil. Elle pensa à son harpiste. Peut-être qu'un peu de musique l'aiderait à détendre son esprit et à s'évader vers le pays du sommeil. Cléopâtre se leva et pour la deuxième fois de la soirée, appela sa servante énue. « Fais venir mon harpiste, » lui demanda-t-elle. « Fais-le venir, immédiatement, énue. » Cléopâtre s'allongea sur son lit et attendit que le harpiste arrive. Elle sentait le mélange d'huile et d'argile durcir sur son visage. En plus d'hydrater sa peau, la pâte s'imprégnait de toutes ses impuretés et lui apportait tous ses nutriments. Elle allait bientôt pouvoir nettoyer son masque. Elle ferma les yeux et entendit le harpiste arriver. Puis, les domestiques s'affairaient à installer l'instrument au sol. Elle les entendit ensuite quitter lentement la pièce, bien consciente qu'ils détournaient respectueusement leur regard pour ne pas la voir dans sa tenue de nuit et avec son masque pour le visage. Le harpiste s'assit calmement sur sa chaise et joua quelques notes en faisant courir ses doigts sur les cordes de son instrument. « Un air en particulier, madame ?» demanda-t-il d'une voix douce en accordant son instrument. Cléopâtre fit un geste de la main dans sa direction. « Non, non, n'importe quoi de doux et apaisant, tout ce qui m'aidera à trouver le sommeil. » Sans ajouter un mot, le harpiste se mit à jouer. Les notes qui provenaient des cordes de son instrument résonnaient doucement contre les murs et le haut plafond de la chambre de Cléopâtre, telles les gouttes d'eau d'une rivière prise dans une bourrasque de vent au printemps. Les notes se mélangeaient pour former une mélodie envoûtante.
une tapisserie finement tissée qui enveloppait Cléopâtre comme une couverture faite avec le plus doux des cotons égyptiens. Son esprit se détacha de l'habituelle tempête de pensées qui l'occupait, et elle se laissa bercer par la musique. Cléopâtre s'imagina en train de flotter, comme si elle se trouvait sur une barque sur le Nil, entraînée par une équipe de domestiques en train de pagayer. Elle imagina le balancement rythmé de la barque, l'éclat de l'eau tout autour d'elle, les cris des oiseaux de la mer, le reflet éblouissant du soleil à la surface de l'eau. Elle imagina le bruit des nombreuses rames fendant l'eau à l'unisson. Puis, le bruit des mêmes rames refaisait surface en éclaboussant la rivière avant de replonger inlassablement. Elle imagina la brise fraîche soufflant contre son visage, tandis que sa barque flottait tranquillement sur la rivière paisible. Elle visualisa l'ombre rafraîchissante de la toile tendue au-dessus d'elle pour la protéger des rayons du soleil de midi. Elle était presque endormie et n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé. Le harpiste continua à jouer, puis termina son concert en pinçant une dernière corde. La note résonna délicatement dans l'air, chatouillant les oreilles de Cléopâtre. Elle sentit qu'elle était sur le point de s'endormir et ne demanda pas au harpiste de rester. Elle garda les yeux fermés pendant que les domestiques débarrassaient la harpe dans le plus grand silence avant de la laisser seule. Mais une fois la pièce vidée, Cléopâtre sentit que le sommeil lui avait à nouveau fait faux bond. Elle avait été à 2 doigts de s'endormir. Pourtant, une fois de plus, elle se retrouvait parfaitement éveillée. En soupirant, elle se leva et se dirigea vers une table sur laquelle était posé un pichet d'eau, une serviette et une bassine. Éclairée par la lune, elle rinça le masque d'argile sur son visage en frottant doucement sa peau avec la serviette. Elle savait que sa peau serait fraîche et radieuse. Dommage qu'il n'y ait personne pour l'admirer. Elle hésita à appeler Hénu, mais elle se ravisa. Elle n'avait pas envie de compagnie pour l'instant. Elle décida d'aller marcher un peu. Un peu d'air frais lui ferait certainement le plus grand bien et l'aiderait peut-être à trouver le sommeil. Cléopâtre s'assit et défroissa sa robe en lin. Elle regarda son reflet dans le miroir. Le clair de lune était juste assez lumineux pour lui permettre de voir que son masque d'argile avait effectivement redonné de l'éclat à son teint. Mais si elle sortait du palais, il fallait qu'elle soit aussi présentable que possible. Elle avait peu de chance de croiser quelqu'un d'autre que ses domestiques ou ses gardes à cette heure-ci, mais la reine n'était jamais trop prudente et elle avait une réputation à tenir. Cléopâtre s'assit devant sa coiffeuse et commença à se maquiller. Elle prit du k'hol, un pigment noir à la base de sulfure de plomb en poudre, mélangé avec de la graisse animale, et traça un contour épais autour de ses yeux. Le k'hol protégeait ses yeux de la lumière vive du soleil, qui évidemment n'était pas vraiment un problème à cette heure de la nuit. Mais il servait surtout à embellir son visage en agrandissant ses yeux. Cléopâtre appliqua une deuxième couche pour que ses yeux paraissent plus grands et plus beaux que ceux de toutes les autres femmes qu'elle pourrait croiser dans la cité au milieu de la nuit. Mais elle n'en avait pas encore fini avec ses yeux. Cléopâtre possédait toute une palette de pigments créés spécialement pour elle, à partir des plantes et des minéraux les plus purs du pays. Elle fouilla dans ses pots en argile
et en choisit un qui contenait une pâte vert clair à base de malachite. Elle appliqua cette pâte sur la partie inférieure de ses paupières. Elle referma ensuite le pot, puis en chercha un autre. Enfin, elle le trouva, celui qui contenait son fard à paupières préféré, un pigment d'un bleu profond, fabriqué avec une roche moulue, le lapis lazuli. Des morceaux de pyrite donnaient des éclats dorés au fard à paupières. Les paillettes mélangées au bleu profond rappelaient à Cléopâtre un ciel étoilé. Ravie, elle en appliqua sur la partie supérieure de ses paupières. Elle savait que même à la lumière tamisée de la nuit, ses yeux brillaient. Et ensuite, se demanda-t-elle, elle regarda le k'hol, le plus foncé de ses pigments, qu'elle avait déjà utilisé pour dessiner le contour de ses yeux. Elle se dit qu'il pourrait encore lui être utile. Le k'hol n'était pas son produit le plus éclatant, mais il lui rendait de nombreux services et constituait un élément indispensable de sa routine de beauté. Elle s'en servait pour marquer ses sourcils, pour les assombrir et les définir. Elle fronça un sourcil en s'imaginant en train de parler d'un air faussement timide à Marc-Antoine. Elle se voyait déjà saluer la foule dans les rues de Rome en tant que reine aux côtés de son mari. Elle savait qu'elle avait la force, l'intelligence et le pouvoir nécessaires pour diriger Rome aussi bien que l'Égypte. Et maintenant, elle avait aussi les sourcils pour. Une fois qu'elle eut terminé avec ses sourcils, Cléopâtre déposa un peu de k'hol sur ses cils. Elle battit des yeux en sachant que ses cils paraissaient maintenant plus épais, plus longs et plus foncés, définissant bien le contour de ses yeux en se déployant au-dessus de ses pommettes. En regardant ses pommettes, elle se dit qu'il était temps de passer à l'étape suivante, mettre un peu de couleur. Elle prit une petite urne en argile qui contenait de l'ocre, une argile contenant de l'oxyde de fer qui lui donnait une couleur rouge naturelle. Cléopâtre appliqua soigneusement une fine couche d'ocre sur ses joues, puis sur ses lèvres. Peut-être déciderait-elle le lendemain de faire venir sa domestique spécialiste du henné. Elle lui demanderait alors de lui dessiner de sublimes motifs sur les paumes de ses mains. Elle n'avait pas le temps pour cela maintenant. Elle pourrait également en profiter pour appliquer une nouvelle couche de vernis à base de henné sur ses ongles. Cléopâtre était reconnaissante envers le henné, cet arbuste qui servait à la confection de la teinture marron rougeâtre du même nom. Sans cet arbuste, sans l'argile, sans les minéraux provenant du sol, elle ressemblerait à une femme ordinaire. Et cette idée la fit frémir. Enfin satisfaite de son apparence, Cléopâtre se leva et sortit de sa chambre. Elle entendit sa servante Hénue ronfler non loin de là, et elle décida qu'il était inutile de la réveiller. Elle trouverait son chemin toute seule. De plus, elle avait envie de rester seule avec ses pensées. Elle ressentit un peu de jalousie envers Hénue. Comment faisait-elle pour s'endormir aussi vite et pour dormir si profondément? Cléopâtre se retint de rire. Imaginez Cléopâtre, reine d'Égypte, jalouse d'une servante. Et pourtant, même si elle ne céderait jamais le pouvoir, Cléopâtre aurait cédé beaucoup de choses pour passer une bonne nuit de sommeil. La reine traversa le palais, marchant devant les torches enflammées qui éclairaient son chemin. Elle passa devant les gardes silencieux qui surveillaient son vaste domaine à toute heure de la journée et de la nuit.
Le marbre scintillait partout dans l'immense bâtiment sous la lueur des flammes dansantes. Cléopâtre traversa silencieusement le couloir et arriva au bout d'un escalier en colimaçon. Tranquillement, elle commença à descendre les marches. Une fois arrivée en bas de l'escalier, elle traversa un nouveau grand couloir scintillant. C'est à cet étage que se trouvaient les chambres de bon nombre de ses domestiques et employés. Ces harpistes devaient vivre dans les meilleures conditions possibles. Leurs doigts devaient rester au chaud pour qu'ils gardent toute leur agilité. Il en était de même pour ses masseurs et les nombreux autres employés dont les services lui étaient indispensables. C'est là que dormaient ses intendants, ses trieurs de perles, ses pages, ses responsables des lampes, ses scribes qui transcrivaient ses paroles pour rédiger les lois. Il y avait aussi les chambres de ses goûteurs, dont la délicate mission consistait à s'assurer de la sécurité de tous ses aliments avant qu'ils ne franchissent ses lèvres rouges. Elle passa enfin devant la chambre d'une de ses femmes de chambre, laquelle elle ne savait pas trop. Il y en avait tellement que Cléopâtre avait du mal à se rappeler de toutes. Elle quitta le couloir des chambres des employés et avança dans un vestibule en marbre. Soudain, l'envie lui prit de jeter un œil dans la salle de lecture, où les esprits les plus brillants de l'époque, dont elle faisait bien sûr partie, se succédaient sur l'estrade pour divertir et instruire leur auditoire. Elle jeta un coup d'œil dans la pièce. La salle était vide et silencieuse, magnifiquement décorée avec des statues en marbre. Cléopâtre pouvait presque entendre ses discours du passé résonner dans la pièce. Satisfaite, elle reprit son chemin. Elle passa devant une salle d'exercice, dans laquelle les invités et les habitants du palais pouvaient sculpter leur corps. Elle posa les yeux sur les poids posés au sol. Elle-même n'avait aucune envie de soulever quoi que ce soit. Elle avait suffisamment de pouvoir sans avoir de muscles. Elle n'avait qu'à prononcer un mot pour qu'il résonne à travers tout le pays et même à travers le monde entier. Sans jamais rien soulever, elle resterait tout de même à jamais la personne la plus forte de ce palais. Cléopâtre déambula jusqu'à la bibliothèque, qui était pour elle une source de grande fierté. Sa collection contenait tous les plus grands volumes, et quiconque visitait cette bibliothèque savait que la reine était douée d'une grande intelligence et avait reçu une éducation sans précédent. Elle adorait faire visiter sa bibliothèque à ses visiteurs. Elle montrait tous les livres en faisant de grands gestes et en regardant les visiteurs s'émerveiller face à la grandeur des étagères et des ouvrages. Elle aimait laisser entendre qu'elle en avait lu chaque ouvrage, certains même plusieurs fois. Après tout, personne ne pouvait prouver que ce n'était pas vrai. Elle fit glisser un doigt sur le dos en cuir d'un livre et fut ravie de constater qu'il n'y avait pas la moindre trace de poussière. Les domestiques faisaient bien leur travail. Elle commença à s'ennuyer à l'intérieur, malgré la splendeur du château. Elle était partie se promener dans le but de prendre l'air. Elle décida donc de continuer à traverser le palais jusqu'à atteindre l'entrée. Elle sortit enfin à l'air libre et passa entre les imposantes colonnes qui décoraient la façade du palais. Et maintenant, par où aller? Devant elle s'étalaient des jardins aménagés, des grottes ornementales, des statues, le tout éclairé par le clair de lune qui tombait du ciel. Elle se mit en marche et passa devant l'une de ses statues préférées, un sphinx. La créature de pierre était accroupie, comme si elle s'apprêtait à bondir.
Son corps ressemblait en tout point à celui d'un lion, mais il avait le visage fier et royal d'un pharaon. Elle resta un moment devant la statue à l'admirer. Ce mélange de grâce et de puissance lui faisait penser, pour tout dire, à elle-même. Elle aussi combinait les attributs d'une créature féroce, gracieuse et intelligente à celle d'un roi puissant et vénéré. Après avoir passé un long moment à contempler le sphinx et sa ressemblance avec elle, elle se dirigea vers une autre de ses statues préférées, une représentation de la déesse Isis. Cléopâtre avait beaucoup d'affinité pour Isis, encore plus que pour le sphinx. Isis était l'épouse d'Osiris, dieu égyptien des enfers et juge des morts, et la mère d'Horus, dieu du ciel et protecteur des pharaons d'Égypte. Cléopâtre s'arrêtait toujours devant cette statue, qu'elle trouvait d'une beauté époustouflante. Sculptée dans du basalte noir, elle représentait la déesse sous les traits d'une femme glorieuse, se tenant bien droite dans sa robe flottant au vent. Elle portait un grand couvre-chef que seule une déesse comme elle, ou une reine comme Cléopâtre, pouvait porter. Cléopâtre adorait regarder cette coiffure et se sentait liée à Isis, le lien entre une déesse et une femme qui suscitait l'admiration de son peuple. Elle longea ensuite l'un de ces jardins luxuriants, ornés des plus beaux arbres et des plus belles fleurs et plantes imaginables. La brise fraîche de la nuit transportait les parfums du jardin jusqu'au nez de Cléopâtre, qui se promenait tranquillement dans les allées en admirant le décor. Elle aurait été incapable de compter le nombre d'espèces d'arbres différentes qui poussaient dans ces jardins. Un jour, l'un de ses jardiniers lui avait humblement expliqué qu'au moins 18 variétés poussaient sur ces terres. Cléopâtre reconnut un bosquet de figuiers sycomores, leurs feuilles déployées formant une large canopée autour de leur tronc trapu. La brise nocturne soufflait légèrement dans les arbres. Durant la journée, leurs cimes formaient une ombre délicieusement rafraîchissante lorsque le soleil était au plus haut dans le ciel azur. Personne, dans toute l'Égypte, ne faisait pousser des figues aussi sucrées et aussi juteuses que celles-ci. Et ce n'était là qu'un avant-goût de tous les délices que renfermaient les jardins de la reine. Derrière les sycomores, Cléopâtre aperçut des grenadiers. Leurs branches étaient chargées de petits fruits en forme de boule, d'un rouge si vif qu'ils étaient bien visibles, même à travers la brume argentée de la nuit. Combien de fois avait-elle regardé ses domestiques couper la peau éclatante de ces fruits, exposant toujours leurs exquises graines juteuses d'un noir brillant comme l'onyx. Combien de fois avait-elle croqué avidement dans leur chair, senti leurs graines craquer sous ses dents et savouré leur jus acidulé. Si elle avait voulu, elle aurait pu passer la nuit entière et même la journée du lendemain à observer les jardins. Elle aurait pu s'allonger au pied des grands jujubiers chargés de dattes rouges. Elle aurait pu ramasser des fruits sous les différentes espèces d'arbres à fruits à coque. Elle aurait pu se promener sous les saules pleureurs et les mimosas en fleurs. En avançant un peu plus dans les jardins, elle entendit des sifflements aigus et des gazouillements venant des parcs zoologiques, où vivaient ces oiseaux exotiques, ainsi que d'autres animaux. Cléopâtre pensa alors aux poissons. Elle avait envie d'aller observer les poissons dans l'une des nombreuses mares creusées sur le domaine. C'était toujours apaisant de regarder nager ces gracieuses créatures. Elle s'approcha au bord de l'étang le plus proche et resta immobile à fixer les ondulations sur l'eau, qui baignait dans la douce lumière venue des cieux.
Elle se pencha au-dessus des énormes pots de fleurs qui bordaient l'étang pour se rapprocher aussi près que possible de l'eau et observer la vie sous la surface. Elle distingua des mouvements sous l'eau, et quand ses yeux s'habituèrent à la lumière, elle discerna la forme des poissons. Ils se déplaçaient sans effort dans l'eau, bien actifs malgré l'heure tardive. La vue de ces créatures apaisa Cléopâtre. Elle se dirigea ensuite vers un pont qui enjambait l'étang. La reine adorait ces jardins et toutes les merveilles qu'ils renfermaient. Mais elle avait envie de s'aventurer un peu en dehors de son domaine. Elle voulait parcourir les rues de la ville portuaire d'Alexandrie. En pleine journée, une sortie comme celle-ci aurait été une toute autre histoire. La reine aurait fait venir un groupe entier de domestiques pour se faire porter, confortablement installés sur une chaise protégée du soleil. Elle adorait se faire voir lors de telles sorties, galvanisée par l'admiration de tous ceux qui la voyaient, par les attributs de la richesse et du pouvoir. Mais parfois, elle ressentait le besoin de se promener seule, à pied, incognito. Et c'était justement ce dont elle avait envie en ce moment. Au bord du palais, Cléopâtre emprunta un chemin qui menait vers les temples grecs d'Alexandrie. Les chemins eux-mêmes étaient magnifiquement décorés. Ils étaient bordés de gigantesques statues de son cher sphinx et de sculptures de faucons géants. Les plumes de ces redoutables et magnifiques rapaces étaient magnifiquement détaillées dans la pierre, et leurs becs courbés leur donnaient de fières allures. Peut-être irait-elle visiter les tombes doriques, érigées à l'est de la ville, de vastes chambres sculptées dans le calcaire. Elle pourrait descendre en silence leurs escaliers, également taillés dans le calcaire, pour aller admirer les nombreuses pièces qu'elle renfermait. Elle visiterait notamment les incroyables salles à manger prévues pour les festins commémoratifs, ou peut-être resterait-elle dehors pour contempler les nombreux ornements des tombes au clair de lune, comme les représentations de dieux crocodiles habillés en romain. Cléopâtre resta debout quelques instants, perdue dans ses rêveries. La pensée des Romains lui rappela Marc-Antoine et tous ses espoirs de régner un jour sur Rome, en plus de l'Égypte. Au lieu de se diriger vers les tombes, elle décida d'aller visiter le Sérapéum, le temple dédié à Sérapis, un dieu gréco-égyptien. Sérapis était un dieu très vénéré. Il représentait le soleil, la fertilité et la guérison, mais aussi l'au-delà. Un tel dieu méritait bien le plus beau des temples, situé au sommet d'une colline. Cléopâtre grimpa rapidement la colline. Elle n'était pas particulièrement haute, mais la reine se sentait de toute façon débordante d'énergie. Le temple se dressait à une centaine de pas, tout en haut de la butte, posé sur une énorme plateforme. Sa façade en marbre brillait sous la lumière de la lune et des étoiles. À l'intérieur, Cléopâtre savait que les murs étaient ornés de fresques réalisées avec des peintures colorées et de l'or étincelant. La statue de Sérapis, érigée dans le temple, avait été soigneusement sculptée et installée pour déclencher l'émerveillement chez tous ceux qui venaient l'admirer. Elle était si large que ses bras déployés touchaient presque les murs de part et d'autre du temple. Un aimant caché dans le plafond du bâtiment donnait l'impression que Sérapis était en lévitation, suspendu au-dessus du sol. Cléopâtre l'avait vu de ses propres yeux, mais même en ayant connaissance de la supercherie, elle trouvait le spectacle absolument époustouflant. En pleine journée, le soleil brillait à travers une fenêtre astucieusement placée pour laisser passer un rayon de lumière sur les lèvres de Sérapis. Debout sur la plateforme qui surplombait Alexandrie,
Cléopâtre observa la ville et se demanda combien de ses habitants étaient réveillés à cette heure-ci. Pas beaucoup, pensa-t-elle, en enviant tous ces esprits plongés dans le sommeil. Elle ne voyait toujours aucun signe du lever du jour. Aucun rayon de soleil n'était encore apparu à l'horizon. Elle décida que l'heure était venue de rentrer au palais pour essayer de dormir un peu. Elle descendit une par une les marches du temple en les comptant, dans l'espoir que cela l'aiderait à trouver le sommeil, une fois de retour dans sa chambre. Cette petite balade allait sûrement lui faire le plus grand bien. Si seulement son esprit pouvait être aussi fatigué que ses muscles lorsqu'elle s'allongerait dans son lit. Cléopâtre traversa calmement la ville, en direction de son palais. La brise transportait les parfums subtils des jardins jusqu'à ses narines. Les étoiles scintillaient. En longeant un étang, elle entendit un poisson sauter, puis retomber dans l'eau. Apparemment, eux aussi étaient toujours éveillés. Enfin, Cléopâtre arriva devant le palais. Une fois de plus, elle entendit les ronflements de Hénu lorsqu'elle passa devant sa chambre, en direction de la sienne. Et une fois de plus, elle s'allongea, le corps fatigué, mais l'esprit parfaitement éveillé. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un frapper doucement à sa porte. Trop surprise pour appeler un garde ou un domestique, Cléopâtre se leva elle-même pour aller ouvrir. Derrière la porte, elle aperçut Hénu qui frottait ses yeux, encore à moitié fermés. « Je vous demande pardon, Votre Altesse, » commença Hénu en s'inclinant. « Mais j'ai été réveillée par vos bruits de pas. Je me suis demandé si vous aviez encore du mal à trouver le sommeil et si je pouvais vous être utile. » Cléopâtre hocha la tête. « En effet, Hénu, je n'arrive pas à dormir, mais je doute que quiconque, toi ou quelqu'un d'autre, puisse m'aider. » Hénu guida Cléopâtre jusqu'à son lit et l'aida à s'installer. Elle tira les draps doux en lin jusqu'au menton de sa reine. Puis, elle s'assit sur une chaise à côté du lit. « Lorsque j'ai du mal à m'endormir, » continua Hénu, « toi, » s'étonna Cléopâtre. « Je pensais que tu dormais toujours profondément, toute la nuit. »« Maintenant oui, » expliqua Hénu, « car j'ai appris à me détendre et à chasser les pensées qui s'agitent dans ma tête. » Cléopâtre devait bien admettre qu'elle était un peu surprise d'entendre qu'une servante avait des pensées plein la tête. Pour quelle raison Hénu pouvait-elle bien être inquiète ? Après tout, ce n'était pas une reine. Enfin, il était possible qu'elle ait quand même ses propres soucis, supposa Cléopâtre. Et puis pourquoi refuser son aide, si cela lui permettait de trouver le sommeil ? Hénu, dit Cléopâtre, tous tes conseils seront très appréciés. Hénu lui répondit avec une voix douce et apaisante. Votre Majesté, commencez par respirer profondément, en prenant de longues inspirations, puis de longues expirations. Cléopâtre obéit. Elle inspira profondément, puis expira lentement. Très bien, dit Hénu. Continuons un peu. Cléopâtre, allongée les yeux fermés, prit à nouveau une longue inspiration, puis expira profondément. Concentrez-vous sur votre respiration, lui dit Hénu. Rien d'autre. Et si des pensées surgissent dans votre tête, ce n'est pas grave. Laissez-les défiler. Elles ne font que passer en flottant sur une barque. Vous n'avez pas besoin de leur prêter attention. Laissez simplement ces pensées glisser pendant que vous continuez à inspirer et à expirer lentement. Cléopâtre inspirait, expirait, inspirait, expirait. Elle pensa soudain à Marc-Antoine. Quand le reverrait-elle ? Accepterait-il de l'épouser ? Pendant un court instant,
elle sentit le doute commencer à l'envahir. Mais elle se répéta les mots de Hénu dans sa tête. Cette pensée ne faisait que passer. Elle n'avait pas besoin de l'affronter. Elle imagina une jolie barque fendant l'eau par une belle journée ensoleillée. Elle déposa ensuite ses pensées concernant Marc-Antoine sur cette barque et demanda à son équipage de domestiques de pagayer pour les emporter vers le large. Leur âme plongeait dans l'eau avec une précision remarquable, entraînant ses pensées au loin. Un léger sourire se dessina sur le visage de Cléopâtre. Elle respirait profondément, détendue, les yeux toujours fermés. Laissez toutes vos pensées prendre le large, continua Hénu. Demain est un autre jour. Et vous n'avez aucun problème à résoudre maintenant. Pour le moment, contentez-vous de vider votre esprit, de vous détendre et d'inspirer lentement et profondément. Concentrez-vous sur votre respiration. Envoyez toutes vos autres pensées sur cette barque. Vous n'avez pas besoin d'elle. Vous n'avez pas besoin d'y prêter attention, ni d'essayer de chercher des solutions à vos problèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est laisser ces pensées partir à la dérive. Dites bonne nuit à toutes vos pensées et bonjour à votre respiration. Respirez profondément. Inspirez et expirez. Cléopâtre inspirait et expirait profondément et calmement. Son esprit et son corps étaient détendus. Et finalement, un sommeil profond s'empara d'elle. Cléopâtre dormait enfin. Notre histoire est maintenant terminée. Dormez bien et faites de beaux rêves.